Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition du 12-15, voici les titres de l'actualité. Une étape de plus pour la Somalie en termes de droits des femmes dans la sphère politique. Un texte de loi prévoit désormais un quota de 30% de femmes au sein du Parlement, un quota qui doit être appliqué pour le prochain scrutin législatif. Une situation sécuritaire toujours tendue en Centrafrique. Ce contexte rend les déplacements difficiles. Conséquence, les activités commerciales se retrouvent pénalisées. Et enfin, il envisage un nouveau parcours professionnel. L'international ivoirien de football, Yaya Touré, a débuté une formation pour devenir entraîneur. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, une autre femme à la tête de la MONUSCO, la Guinéenne Bintou Keïta, prendra les rênes de la mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo dès février prochain. Elle succède à Leila Zerougui, en poste depuis 3 ans. Parmi ses principales missions, Bintou Keïta devra notamment œuvrer pour amorcer un désengagement progressif des casques bleus. La diplomate pourra notamment compter sur son expérience acquise en tant que sous-secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique. Dans l'actualité également, il ne participera pas aux élections législatives ivoiriennes. Le mouvement Génération et Peuple Solidaire de Guillaume Soro ne concourra pas à ce futur scrutin prévu pour mars 2021. Une position qui diffère de celle de plusieurs partis d'opposition, dont le FPI ou encore le PDCI. Selon Hervé Koulibaly, secrétaire général du GPS, ces élections législatives ne sont pas une priorité. Il estime que le mouvement préfère se concentrer sur la mise en place d'une alternative politique. De son côté, le porte-parole du GPS, Habib Sanogo, précise, je cite, qu'aucun mot d'ordre ne sera donné aux militants du mouvement ou à quiconque de boycotter les élections législatives. Un pas de plus vers une représentativité plus importante des femmes dans la vie politique somalienne. En juin dernier, un projet de loi a été approuvé par la Chambre basse, prévoyant un quota de 30% de femmes au sein du Parlement. Un quota qui doit être appliqué lors des prochaines élections législatives prévues pour 2021. Les précisions de Mildred Diabou. La lutte pour le droit civil et politique des femmes somaliennes a franchi une étape importante. 30% des sièges du Parlement de la Somalie seront réservés aux femmes lors du prochain scrutin prévu le 8 février 2021 dans le pays. Un bel acquis démocratique pour les femmes somaliennes qui seront les observateurs pourrait garantir la crédibilité de ce scrutin. Le projet d'accorder 30% des sièges du Parlement pour les femmes en Somalie est une grande première. Et cela permettra, effectivement, je suis en phase avec les défenseurs des droits humains, surtout les associations de femmes, qui parlent de la participation des femmes. Surtout, cela leur permettra de renforcer la lutte contre les abus, la discrimination et les inégalités, parce qu'en fin de compte, c'est elles qui vont participer à la prise de décision, surtout au vote des lois. Et c'est important, parce que là où on prend des décisions, s'il n'y a pas de femmes, on ne prendra pas les bonnes décisions pour les femmes. Et cette initiative est à saluer et à soutenir vraiment pour ces femmes qui ont trop souffert par rapport à ces conflits qui ont existé dans ce pays et qui continuent toujours de secouer ce pays. Et elles ont leur mot à dire par rapport, par exemple, à la participation des femmes à la gestion des conflits qui leur permettra d'être enfin reconnues comme citoyennes à part entière. Cette annonce du Premier ministre somalien Mohamed Roble intervient au moment où les femmes somaliennes appellent à une plus grande participation politique et au partage du pouvoir dans le pays. Les groupes de défense des droits des femmes estiment que cette décision aidera celles-ci à intensifier la lutte contre les abus, la discrimination et les inégalités en Somalie. Notons que les femmes détiennent actuellement 24% des 329 sièges du Parlement somalien. D'une élection libre, crédible pour le scrutin du 8 février, ça c'est une volonté politique. Et les dispositions prises pour que ça soit une élection libre et crédible. La crédibilité, la transparence réside dans la transparence du processus électoral. Tout le processus électoral qui est accepté par les partis d'opposition. Et je pense que même si on accorde 30%, il faut aussi que les partis politiques puissent présenter des femmes, qu'on exige que tous les partis politiques puissent, à proportion, donc vraiment présenter des femmes. Il faut que les femmes aussi se présentent, acceptent de se présenter et que ça soit équitable pour tous les partis politiques dans ce pays, que ce soit les partis au pouvoir, que le parti au pouvoir, que les partis d'opposition.
L'élection présidentielle et législative du 8 février 2021 représente pour la Somalie l'espoir d'une transition pacifique. Précisons qu'en juin 2020, le gouvernement somalien a adopté une loi qui accorde aux femmes 30% des sièges du Parlement, mais celle-ci n'a jamais été ratifiée. L'actualité, c'est également le Tchad qui réplique face aux accusations d'ingérence portées par les autorités centrafricaines. Ce 14 janvier, le ministre tchadien de la communication, Chérif Mahamat Zed, a fermement assuré, je cite, que le Tchad n'a interféré en aucune manière dans la crise centrafricaine, si ce n'est pour appuyer la réconciliation. Au cœur de cette discorde, la diffusion à la télévision centrafricaine et sur des sites web officiels d'une vidéo. Une vidéo, je cite, laissant penser à l'implication du Tchad dans les troubles sécuritaires en Centrafrique, a fait savoir le porte-parole du gouvernement. Le ministre est catégorique. Le gouvernement tchadien dénonce avec force ces accusations. Elle a été saluée pour son adaptation face au changement climatique. Depuis septembre 2020, la Banque africaine de développement abrite au sein de ses locaux un bureau régional du Centre mondial pour l'adaptation. La BAD qui affirme parallèlement qu'en 2019, près de 36% de ses approbations ont été consacrées au financement climatique. Aïssatou Bari. En 2019, la Banque africaine de développement a consacré près de 36% de ses approbations, soit 3,6 milliards de dollars au financement climatique. Plus de la moitié de ces fonds ont été dédiés à l'adaptation des pays africains au changement climatique. Bien qu'elle n'émet que 4% des gaz à effet de serre de la planète, l'Afrique est la région du monde la plus touchée par le changement climatique. Le climat a impacté négativement la croissance des pays africains. Et fort de ce constat, la Banque africaine de développement a décidé d'adapter sa stratégie justement à ces changements climatiques, à la gestion des risques y afférents. Et ainsi, tout en continuant à accélérer le progrès sur la voie de l'élimination de la pauvreté dans le continent, elle cherche à contribuer à améliorer durablement les moyens de subsistance des populations. Et pour ce faire, elle cherche à réduire la vulnérabilité des pays à la variabilité du climat, modifiant en adaptant au changement climatique les investissements qui sont passés dans ces pays. Ces dernières années, les ressources de la banque allouées au financement du climat ont quintuplé, passant de 338 millions de dollars en 2016 à 2 milliards de dollars en 2019. La banque s'est engagée à mobiliser 25 milliards de dollars d'ici 2025 en faveur du financement de la lutte contre le changement climatique. Aujourd'hui, la Banque africaine de développement favorise des investissements dans des domaines de l'énergie renouvelable, dans des domaines de la production, du développement durable. Autre domaine d'intervention, c'est les politiques de réforme, politiques et réformes juridiques et réglementaires. Et enfin, il y a un renforcement des capacités des pays pour justement lutter efficacement contre le dérèglement climatique. 7 des 10 pays les plus vulnérables au changement climatique dans le monde se trouvent en Afrique. Et l'année 2021 a été particulièrement rude pour ces pays. Les fortes inondations qui ont frappé les pays du Sahel, ainsi que les invasions acridiennes et les sécheresses, ont touché les secteurs vitaux. En Centrafrique, la situation sécuritaire est toujours tendue alors que le pays est dans l'attente des résultats définitifs de l'élection présidentielle. Conséquence, les déplacements sont difficiles sur l'ensemble du territoire national, dont les 2/3 sont contrôlés par des groupes armés, de quoi impacter les activités commerciales. Gladys Momba. Les activités commerciales ont fortement ralenti en Centrafrique depuis le début de l'offensive rebelle autour de la capitale Bangui. Polycarpe Fodjo fait partie des plus de 800 chauffeurs de camions bloqués près de la frontière camerounaise. Tous les jours à l'aube, il se lève de son lit de fortune situé sous son camion et il attend de pouvoir livrer une cargaison de riz en provenance du Cameroun vers la République centrafricaine, une situation qui dure depuis plus de 3 semaines. Nous sommes ici depuis le 14 décembre. Rien ne bouge. L'insécurité complique les déplacements sur l'ensemble du territoire national. Aux frontières, des rangées de camions ramassent la poussière en raison de la fermeture des points de contrôle. Les limitations de déplacement des camions d'approvisionnement en nourriture ont engendré l'inflation des prix des denrées alimentaires, une contrainte supplémentaire pour les plus de 30 000 personnes répertoriées par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés qui ont décidé de fuir vers les pays voisins pour tenter d'échapper aux violences armées. J'ai tout perdu, toutes mes affaires, puis j'ai fui au Cameroun. Je me retrouve au Cameroun après avoir tout perdu. Donc je n'ai pas l'intention de rentrer dans mon pays à cause de la situation.
Parce que je suis malade, c'est hors de question pour moi de revenir en arrière, de continuer à souffrir. Une vague de violence liée aux élections contestées du 27 décembre et remportées par le président Faustin Archange Touadéra déferle sur la Centrafrique depuis le 19 décembre 2020, menace d'une nouvelle prise de pouvoir par la force menée par une coalition de 6 groupes armés qui contrôlent 2/3 du pays qui a déjà connu 5 coups d'État depuis 1960. Malgré les accords de paix, les embargos sur les armes et les sanctions contre les chefs de milice, la Centrafrique continue de lutter pour la paix. L'autisme, un trouble encore méconnu en Afrique. Pour changer la donne, une mère de famille a décidé de fonder un groupe scolaire baptisé les Pivers. Cet établissement basé à Yaoundé propose d'accompagner les enfants autistes. Reportage signé Corinne Camdem. La première reconnaissance et description de l'autisme par le psychologue autrichien Léo Kanner remonte à 1943. Malgré les progrès réalisés au niveau de la recherche et de la médecine, en Afrique subsaharienne, être parent d'un enfant autiste et parvenir à trouver un centre ou une école spécialisée est un véritable exploit. Problématique à laquelle Sophie Ngambi Mbok a décidé de s'attaquer. Maman de 2 garçons diagnostiqués autistes Asperger, elle est la fondatrice du groupe scolaire bilingue Les Pivers, une école primaire basée à Yaoundé au Cameroun qui accueille des enfants atteints d'autisme en leur procurant un suivi spécialisé. C'est un trouble qui est très méconnu, qui suscite beaucoup d'interrogations. Et au Cameroun, le handicap en général, tant qu'il n'est pas encore subi par quelqu'un de très important qui aurait une voix qui porte, c'est pas un intérêt. C'est pas un intérêt. Pire encore, les handicaps qui ne sont pas visibles. Un aveugle, on le voit tout de suite, il ne voit pas. Un sourd, on s'en rend compte tout de suite, il n'entend pas. Un handicapé moteur, le fauteuil roulant, on ne peut pas le plier dans sa poche. Mais le trouble du spectre autistique a pour particularité de pouvoir être invisible selon qu'on est atteint de la forme plus ou moins intense ou modérée. Si certains gouvernements ont adopté des politiques éducatives, sociales et médicales qui tiennent compte dans une mesure ou une autre des personnes ayant des troubles envahissants du développement, en Afrique, les progrès restent peu visibles. Face à la faiblesse des pouvoirs publics, des personnes, le plus souvent parents d'autistes comme Sophie ou médecins, ont pris le taureau par les cornes en créant des structures privées plus ou moins développées. C'est un projet qui est porté quasiment par mon mari et moi. Et les parents, l'État n'intervient pas du tout à quelque niveau que ce soit. Les enfants sont accueillis comme tous les autres, ils bénéficient de soins paramédicaux à l'intérieur de la CLIS. Les parents n'ont plus cette charge à aller trouver un orthophoniste dans la ville, les embouteillages et autres. On a tenu à rassembler tout sur place. La scolarité est adaptée et adaptable parce qu'on écoute chacun. Créé en 2020, le groupe scolaire Les Pivers n'en est qu'à sa première année d'activité. Sophie entend via son infrastructure sensibiliser sur ce trouble psychologique et par la même occasion apporter son soutien aux parents d'enfants autistes. Un nouveau parcours professionnel pour Yaya Touré. L'international ivoirien poursuit sa carrière dans le football et cette fois-ci en tant qu'entraîneur. À cet effet, le joueur a entamé une formation. José Douglas. Âgé de 37 ans, Yaya Touré pense à l'après-carrière et décide d'effectuer sa formation pour devenir entraîneur. Après avoir évolué dans de prestigieux clubs en Europe tels que Olympiakos, Monaco, Barcelone ou encore Manchester City, le natif de Bouaké, sans de sélection, a joué à tous les postes, attaquant, défenseur central, pour finir au milieu de terrain et souhaite s'installer sur le banc. Et je pense que c'est une bonne chose et on ne voit pas beaucoup d'anciens professionnels aller vers la formation, aller vers ce métier-là. Ils vont tous plutôt vers des consultants et ils ont peur d'aller se former et d'aller affronter la pratique sur le terrain. Il remporte le championnat d'Angleterre en 2012, 2014 et 2018 et 2 coupes de la Ligue en 2014 et 2016 et participe à sa première Coupe du Monde en 2006 avec la Côte d'Ivoire ainsi qu'en 2010 et 2014. L'année suivante, en 2015, il remporte la Coupe d'Afrique des Nations après l'avoir perdue en 2006 et 2012. Yaya Touré est le petit frère de Kolo Touré avec qui il a joué à Manchester City entre 2010 et 2013.
Pour Yaya, moi je suis en tant qu'Ivoirien, je suis très heureux. Il emboîte un peu le pas à son frère qui est entraîneur adjoint à Leicester, Kolo Touré. Donc c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose de se former, apprendre son métier pour espérer être sur un banc dans les années qui viennent. Ballon d'or africain 2011, 2012, 2013 et 2014. Il précise que je pourrais être coach, m'a dit un jour un manager. J'ai répondu que j'étais confus. Je n'avais jamais envisagé le coaching auparavant. Enfin, depuis plusieurs années, la Fédération internationale analyse les statistiques des joueurs qui créent le plus d'opportunités sur les terrains et dans le classement du top 10 des meilleurs créateurs de jeux de la décennie. Et dans l'ordre, Lionel Messi est en tête avec 174 points devant Andrés Iniesta. Neymar est 7e, 10e Yaya Touré, Cristiano Ronaldo est 12e. Et enfin, l'international algérien Riyad Mahrez est à la 17e place. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.